Alors, là, on est parti sur une petite histoire pour se faire plaisir, hors des sentiers balisés des concours nationaux. Et c'est une histoire qu'on peut trouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. C'est des histoires de puissance en base 10 dans des suites d'entiers. On va regarder pour n allant de 0 à 16, la suite par exemple de puissance n, et on va regarder le premier chiffre dans son écriture en base 10, le premier chiffre, celui complètement à gauche. Donc 1, 1, 2, puissance 1, ça fait 2, 2, 4, 8, bien sûr. Puis après 16, donc on va garder que 1, 32, on va garder 3, 64, 6, 1, 2, 5, 1, avec le fameux 1024. Qui était la borne, après je ne savais plus, 2048, 4096, 4, 8, 1, 3, 6. Bon, et puis on va regarder quelle est la probabilité, déjà sur les 17 premiers, parce qu'on a commencé par 0, d'avoir un 1. Et en fait, on se rend compte qu'on a 5 1. Donc 5 17e, qui fait 0,294, etc. etc. Bon. Et probabilité d'avoir un 2, et là ça baisse, ça fait 3 2, et là la probabilité de 0,176. Et la probabilité d'avoir un 3, et bien là ça baisse encore, d'accord? Et oui, ça fait 0,117 parce qu'il y a 2 3. Bon, après, on voit que ça continue à baisser. Là, ça remonte un petit peu. Là, ça fait 0. Mais on se doute que ce sont des variations statistiques parce que les nombres sont trop petits pour être significatifs. Voilà. On va continuer avec d'autres suites. Alors, on continue avec la suite géométrique des puissances de 3. Donc 1, 3, 9, je regarde juste le premier chiffre, 2 pour 27, 8 pour 81, 2, 7, 2, 6, 1, 5, 1, 5, 1, 4, 1, 4. Vous pouvez vérifier. Et on va regarder, on a vu qu'il y avait plus de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Ensuite viennent les 2. 1, 2, 3. Et regardez, c'est exactement le même nombre, pas distribué au même endroit, mais le même nombre qu'on avait pour les puissances de 2. Donc cette statistique-là, celle-ci, donc cette probabilité-là, cette proba-là, et puis les 3, 1, bon, un seul, vous voyez. Et maintenant, regardons les nombres de Fibonacci. Donc 1, 1, 2, 3, 5, 8, et après 1, d'accord, pour 13, 2 pour 21, voilà, 3 pour 34, 5 pour 55, 8, 9, 1, 3, 6, 8, 1, vérifiez, d'accord. Et bien combien il y a de 1? 1, 2, 3, 4, 5 sur 17. Combien il y a de 2? 1, 2, 3, qui sont les nombres les plus significatifs. Coïncidence? Ça m'étonnerait. Bernie. Alors, derrière tout ça, il y a un théorème. Bon, là, on va dire c'est juste une petite proposition intermédiaire parce que en fait, c'est beaucoup plus général que ça. Mais il y a une loi de Benford. On va regarder ça. On va prendre par exemple alpha, strictement un réel, strictement plus grand que 1, et on va supposer que ce n'est pas une puissance de 10 rationnelle, où R est un rationnel. Voilà, donc ça, c'est bon, il faut un minimum. Alors, la suite géométrique alpha puissance n va suivre une loi de Benford. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va regarder pour t de 1 à 9, comme on a fait tout à l'heure, on regarde la probabilité pour que le premier chiffre de alpha puissance k, pour k allant de Rn, je répète, commence par un t. D'accord? Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et la loi dit que quand n tend vers l'infini, alors Pn va tendre vers log de
t plus 1 moins log de t, le log étant le log de base 10. Ou si vous voulez, c'est le log de base 10 de 1 plus 1 sur t. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va comparer. Eh bien, pour 1, ça veut dire qu'on va effectivement avoir plus de 1, puisqu'on va avoir log de 2 moins log de 1. Alors, je vous rappelle, quand je dis log, c'est log de base 10. On a 0,301. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait 294. Donc, vraiment, c'est pas mal. Déjà, pour n égale 16, on est allé jusqu'à 16. Pour 2, c'est 0,176. Ben, on avait exactement 0,176. Pour 3, on avait 0,117. Là, en vérité, on doit avoir 0,124. Et puis après, on n'avait plus du tout ces résultats, mais bon, c'était pas grave, on n'était pas allé assez loin. Déjà, vous allez jusqu'à 500, vous obtenez des bonnes décimales de ça. Bon, alors effectivement, vous pouvez voir que quand vous faites la somme de tout ça, eh ben, vous avez une élimination en cascade, et il va rester log de base 10, d'accord, de 10, moins log de base 10 de 1, ce qui fait évidemment 1 moins 0, et donc ça fait 1. Donc la somme, évidemment, est égale à 1. On pouvait s'y attendre. Donc c'est une certaine, on va dire, équirépartition, mais pas comme on s'y attendait. Et on s'attendait quand même à ce qu'il y ait autant de 1 que de 2, que de 3, que ça fasse une moyenne. D'accord? Donc que finalement, il y a un peu 1/9 de probabilité pour chaque. Eh ben non, c'est quand même une équirépartition, hein, mais logarithmique. D'accord? Donc c'est au niveau du logarithme que ça va être bien réparti. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer d'abord de démontrer ce théorème, et après, ça ne va pas être difficile de voir des généralisations. Si on veut savoir la probabilité pour que 2 puissance k commence par votre numéro de téléphone, bon, on oublie le 0 évidemment, hein, parce que le 0 ça compte pas, mais que ça commence par votre numéro de téléphone, eh ben, on va avoir le log de base 10 de votre numéro plus 1, moins le log de base 10 de votre numéro. Hein, voilà, ça va être ça, et ce sera toujours la loi de Benford. Alors, probabilité est un bien grand mot. Hein. Je suis en train de parler d'une limite, d'une probabilité quand n tend vers plus l'infini. Donc, il faut faire attention avec ça. Et puis, on peut aussi regarder des suites géométriques générales. Au lieu que ce soit juste des puissances, ben, c'est des puissances multipliées par un certain bêta. Et ben, bon, on va prendre bêta strictement positif. Eh ben, en fait, ça va pas changer grand-chose. Ça va rien changer à la chose. Donc, voilà, hein, c'est ça qu'on va montrer maintenant dans les vidéos qui suivent. On va généraliser tout ça parce que ce théorème, il ne demande qu'une chose, c'est à monter en puissance. Hein. Alors, on veut regarder donc la suite des premiers chiffres en base 10 de 2 puissance n, par exemple. Mais avant tout, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire le premier chiffre. D'un nombre, on va le prendre positif, petit a, un réel positif. Qu'est-ce que c'est son premier chiffre en base 10? Donc c'est un élément t. T, ben, il est compris entre 1 et 9. Hein, c'est un entier compris entre 1 et 9. Et le fait que ce soit le premier chiffre veut dire que A est compris entre t fois 10 puissance m et t plus 1 fois 10 puissance m. D'accord? Voilà. Et un strict ici, hein, parce que si c'était égal, ben, le premier chiffre, ce serait t plus 1. Donc, voilà une écriture. Donc, évidemment, écrit comme ça, ça donne envie de prendre le log de base 10. Alors, je n'indiquerai plus un 10-10. Hein. Le log ici, c'est le log de base 10. Alors, je vous rappelle hein, que A est strictement positif. Donc ici, ça fait log de t plus m, inférieur à log de A, et strictement inférieur à log de t plus 1 plus m, parce que le log est croissant, et les propriétés arithmétiques du logarithme. Donc, ce qui nous ennuie, c'est ce m,
et on a envie de l'éliminer. Parce que, bon, finalement, ce M, c'est un petit peu le boulet hein, dans cette histoire. Donc, comme il est entier, évidemment, il est entier positif, bon, il est entier, bah, ça donne envie de travailler sur R quotienté par Z. Comme ça, on se débarrasse du boulet M, hein, puisqu'il est entier. Et on va garder, par contre, le log de T, le log de T plus 1. Ça veut dire quoi, R sur Z? Alors, R sur Z, je vais faire une petite astuce pour les gens qui n'aiment pas travailler dans des ensembles quotients. Je vais regarder, finalement, l'image de R par l'application qui a x donne exponentielle de 2i pi x sur C. Ben, oui, effectivement, hein, si on doit bien regarder, l'image, ça va être R sur Z, puisque le noyau, donc ça c'est un morphisme de R dans le cercle, S1 de C, et le noyau c'est évidemment Z, hein, le sous-groupe de R, hein, pour l'addition, qui est égal à Z. Voilà. Donc, comme ça, par l'isomorphisme canonique, finalement, je travaille sur un quotient tout en travaillant en fait sur un objet qui est plus familier pour les gens qui n'aiment pas travailler sur les quotients. Voilà. Donc vous voyez bien qu'en passant par ça, les m vont s'éliminer, ils vont correspondre à l'exponentielle de 2i pi m, donc ça va s'éliminer, et il va y avoir une croissance, bon, dans le sens qu'on va dans ce sens-là, d'accord, une croissance pour un ordre qui va dans ce sens-là. Et ce qui va vouloir dire que ce qu'on veut, donc là j'ai dessiné un cercle avec, voilà, donc ici, vous reconnaissez 1, qui est aussi égal à exponentielle de 2i pi 0, mais 0 c'est log de 1, d'accord? Et là je vais mettre exponentielle de 2i pi log de 2. Alors on a vu que c'était log de 2, c'était 0,3. Ça veut dire qu'on prend déjà, on mange déjà à peu près un tiers du cercle. Hein. Voilà. Hein. Donc je vous rappelle que quand on aura fait exponentielle de 2i pi, c'est fois 1, c'est-à-dire log de 10. D'accord, on aura fait tout le tour. Donc le fait que log de 2 soit égal à 0,3 fait que, hein, justement, là on est à peu près au tiers. Mais après, comme c'est logarithmique, ça va être de plus en plus petit. Voilà exponentielle de 2i pi log de 3, de 2i pi log de 4, etc., jusqu'à 2i pi log de 9. D'accord ? Voilà. Ce qu'on veut ici, c'est que notre log de A se situe à un endroit. Par exemple, si T c'est 4, d'accord ? Eh bien, on veut que ça se situe ici. Bien sûr, on sent que la probabilité que A se situe ici est liée à la mesure de cet arc de cercle. Hein, bien sûr. On voit tout de suite cette loi de Bumford où, a priori, on a plus de chances de se retrouver ici, puis ici, et proportionnellement à la mesure de cet arc de cercle, d'accord ? C'est-à-dire proportionnellement à log de t plus 1 moins log de t. Alors, maintenant, on va revenir sur le problème, mais au lieu de parler d'une suite 2 puissance n, alors ce qui est intéressant, c'est que dans la suite 2 puissance n, quand on va prendre le logarithme, ça va faire n log de 2, et n log de 2, c'est une suite arithmétique de raison log de 2. D'accord ? Donc, en fait, faut voir ça. Alors, on verra tout à l'heure que ça revient à faire du billard à l'intérieur de ce cercle. D'accord ? Donc, on va avoir log de 2. Alors ensuite, log de 4 qui va nous amener là, puis log de... On ajoute encore log de 2, hein, donc ça va faire log de 8. Et puis ensuite, log de 16, où c'est que ça va se retrouver. Donc ici, on va avoir... C'est comme si vous jouiez au billard, hein, et puis où on va regarder dans quelle partie ça a le plus de chances
de tomber dans cette partition du cercle. Voilà, alors ça, c'était pour 2 puissance n. Maintenant, on va essayer d'élargir au maximum le champ du problème. Des fois, les problèmes sont plus faciles à résoudre si on les regarde avec un peu de distance. Donc, on a une suite AN de R plus étoile. Là, par exemple, pour 2 puissance n, vous pensez à AN égale n log de 2, où le log est de base 2, donc cette suite arithmétique de raison 2. Vous prenez donc cette suite attention, bien R plus étoile, là on commence à n à partir de 1, pour se souvenir. Et puis, on va prendre A, un arc de cercle, alors, quelconque. Bon, là ici, bien sûr, on pense à ces arcs de cercle-là, mais on peut prendre un arc de cercle quelconque, et on se demande si, alors là, je prends la fonction caractéristique de A, c'est-à-dire une fonction qui vaut 1 si on est dans A et qui vaut 0 sinon. Donc, on va regarder si l'exponentielle de 2i ak, d'accord, ici, tombe dans A ou pas. On regarde le nombre de fois que ça va tomber dans A pour les termes de la suite allant de 1 à n. Donc on regarde 1a de exponentielle de 2i ak. Voilà. Et on regarde la moyenne de tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est exactement finalement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on veut que cette moyenne, quand n tend vers plus l'infini, ça tende vers 1 sur 2π, la mesure de A. D'accord ? Si A, c'est un arc de cercle, comme ça. Bon, évidemment, on divise par 2π pour normaliser, parce que la mesure du cercle entier, c'est 2π, et on veut évidemment que ce soit 1, parce qu'on a toutes les chances de tomber sur le cercle. Bon. Voilà. Donc c'est ça que l'on veut montrer. Et finalement, c'est ça un petit peu qui est derrière cette loi de Bunford. Alors, on va le montrer maintenant autrement. Je reviens quand même sur R sur Z. Est-ce qu'on a, pour toute fonction f, z périodique, de période z, d'accord, continue par morceaux, le fait que, quand on regarde 1 sur n, somme de k égale 1 à n, f de ak, alors ak c'est notre suite, d'accord, an c'est notre suite, est-ce que ça tend vers l'intégrale de 0,1 de f de t dt? Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai généralisé le problème, mais on va voir que c'est pas difficile de passer de là à là, et de là à là, c'est encore plus facile, parce que si c'est vrai, pour une fonction, toute fonction z périodique, vous allez prendre pour f de t, bon, de t c'est peut-être pas bien choisi, de x égale 1 à de exponentielle de 2ipx, ça va bien être une fonction f, z périodique, continue par morceaux, alors ça c'est important, le continu par morceaux, et quand vous allez appliquer, donc si ceci est vrai, okay, alors ça veut dire que ça va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, je devrais dire de f de x dx parce que t c'est déjà pris, bon tant pis, et ici, là, vous avez bien, si A, ça va être l'arc de cercle entre l'exponentielle de 2i t0 et 2i t1, eh bien, c'est facile de voir que quand vous allez calculer, ça va nous donner l'intégrale de t0 à t1 de 1 dt, évidemment, et donc ça va faire t0, t1 moins t0, et ça va bien faire mu de a divisé par 2π, puisque c'est l'arc de cercle. Donc ça, c'est pas un problème. Si vous avez ça, alors ça, ce sera
automatiquement vrai. Alors, pourquoi ça m'intéresse cette chose-là? Eh bien, ça m'intéresse parce que le cadre dans lequel on va travailler, c'est le cadre des espaces vectoriels. Puisque ici, vous voyez bien que c'est linéaire, là c'est linéaire, donc on va travailler sur un espace vectoriel, donc on va fixer en fait une suite, donc on va travailler sur les fonctions, sur l'espace vectoriel des fonctions z périodiques, continues par morceaux sur R. Voilà. Et on va fixer une suite et on va regarder si ça marche. Quand on a une suite qui vérifie ceci pour tout f comme cela, eh bien, on dira que la suite est bien équirépartie, ou elle est équirépartie, disons. Hein, et vous voyez que c'est pas vrai pour toutes les suites. C'est-à-dire que quand on a 2 puissance n, et donc quand on prend le log ici, n, log de 2, bah, il se trouve que ça va être bien équiréparti. C'est ce qu'on a vu en prémisse. Pour la suite de Fibonacci, on prend donc pareil, le log de la suite de Fibonacci, ça va être encore bien équiréparti. Pour 3 puissance n aussi, c'est ce qu'on a fait dans les prémices. Et si on prenait 10 puissance n, et donc quand on prend le log, ça fait n, bah, n n'est pas bien équiréparti, parce que n, à chaque fois, on se retrouve là. Hein, d'accord, on s'obstine à rester sur ce point, et là, c'est pas bien équiréparti. Donc, il y a des suites qui vont bien marcher, d'autres qui vont pas bien marcher. Voilà. Alors, on va continuer là-dessus. Maintenant, on l'a formalisé. Maintenant, ça va être tout droit parce qu'on est dans le formalisme des espaces vectoriels, avec une petite norme, hein, d'ailleurs. Alors, on va préciser le théorème. Hein. On part d'une suite Bn de réel, d'accord? Donc, il faut penser à Bn égale n log de base 10 de 2, si vous voulez regarder la distribution des premiers chiffres de la suite 2 puissance n. C'est important de se fixer un objectif matérialisé par cette suite. Et 2 puissance n, bon, bah, on l'aime bien. Ah ben, ça a dû commencer petit quand même. Et puis, ce qu'on avait envie de faire, c'était de multiplier par 2. Et cette suite 1, 2, 4, 8, 16, c'était un peu notre échelle de Jacob, quoi. Hein. En tout cas, moi, bon, voilà. On va prendre donc maintenant, à partir de cette suite de réels, voilà, la suite AN égale BN moins la partie entière de BN. Comme ça, on se ramène à 0,1, ou si vous préférez, au cercle trigonométrique qui est rapporté à 0,1. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va poser E, l'espace vectoriel des fonctions réelles, donc des fonctions de R vers R, hein, 1 périodique, voilà, donc tel que f de x plus 1 égale f de x, et continue par morceaux. Voilà. Et on va appeler par rapport à cette suite A, alors ça qui est une suite donc qui est dans 0,1, on va appeler f à 10A l'ensemble des fonctions de E, donc elles sont réelles, 1 périodique continue par morceaux, tel que 1 sur n, somme de k égale 1 à n de f de ak, tend, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Voilà. Peut-être que la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que la fonction constante égale à 1, donc toutes les fonctions constantes vont vérifier ça, parce que si la fonction est constante, là on a une constante, on fait une moyenne des constantes, on a la constante, et quand on fait l'intégrale de 0 à 1 d'une constante, on a cette même constante. Donc là c'est bon. Donc déjà, voilà, c'est pas nul. Et puis c'est un espace vectoriel, évidemment. Hein. Un sous-espace vectoriel de E, ça c'est évident. Alors, voilà le théorème. Les conditions suivantes sont équivalentes. Les conditions portent finalement sur la suite à n. C'est 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de la fonction caractéristique de t0, t1 en ak, tend vers t1 moins t0. Donc, quand t0 et t1 sont deux éléments de 0,1, qu'on ordonne comme ceci. Donc ça, c'est la fonction caractéristique. Ce qui veut dire que la fonction caractéristique de t0, t1 prolongée
pour que ce soit dans E, hein, par périodicité, d'accord, va être dans FA, quel que soit l'intervalle T0, T1, hein, de 0. C'est équivalent à dire que FA est égal à E. Alors ça, c'est très fort. Et c'est équivalent, ça c'est ce qu'on appelle le critère de Weil, que quel que soit S strictement positif, 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de exponentielle de 2i pi s à k, d'accord, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon, donc ces conditions sont équivalentes, et quand une de ces conditions est vérifiée, on dit que la suite est équidistribuée. Donc, c'est la suite à n. On va faire quelques remarques là-dessus. D'abord, l'équidistribution, on voit bien que c'est lié à 1, d'accord. Ensuite, 1, de passer des fonctions, juste des fonctions caractéristiques de segments comme ça à tout E, donc là, ça va être quand même la grosse difficulté de la chose. Ici, c'est le critère de Weil. Alors, on voit que 2 implique forcément 1, parce que il suffit de prendre, si FA égale E, on prend la fonction caractéristique, hein, ici, on prend pour f la fonction caractéristique prolongée par une périodicité, et en particulier, donc on aura ça, puisque l'intégrale ici sera bien égale à T1 moins T0. Donc 2 implique 1, ça c'est une évidence. C'est 1 implique 2 qui est le gros morceau. 2 implique 3, alors c'est aussi une évidence. 2 implique 3, c'est aussi assez évident. Il suffit de prendre comme fonction cosinus et sinus de 2pi kx, qui sont impériodiques, et donc elles sont dans E, on continue évidemment, on continue par morceau particulier, elles sont dans E, donc elles sont dans FA, et donc elles vont vérifier ça, et donc en faisant cosinus plus i sinus, on obtient la même chose pour l'exponentielle. Donc 2 implique 3, c'est clair. Voilà. Alors les difficultés, c'est que 1 implique 2 et que 3 implique aussi 2. Ce qui est important, c'est que 1, lui, il va porter ce que l'on veut. D'accord? C'est-à-dire cette équidistribution. Ça, c'est finalement un intermédiaire puissant. Et ça, c'est le critère. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier très facilement, vous allez le voir, hein, par exemple, avec la suite Bn égale n log de 2, ou quand on va se ramener à An, c'est pareil, si je change, comme ça c'est un entier, ici, je vais pouvoir changer AK en BK, et donc il suffit de le montrer pour BK, et on a une série géométrique ici, et c'est très facile à gérer. D'accord ? Donc ça c'est le critère, c'est quelque chose qui est censé nous simplifier la vie. Voilà. Alors la stratégie de la preuve qu'on va voir là maintenant, c'est qu'on va stratifier en quelque sorte E, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va regarder ici les fonctions trigonométriques, d'accord, qui appartiennent à E, donc dans E, et les fonctions continues qui sont dans E. Voilà. Donc on a fonction trigonométrique, fonction continue, et fonction continue par morceau, d'accord, tout en restant réel impériodique. Maintenant, pourquoi on stratifie comme ça? Parce que ici, on va avoir le théorème de Weierstrass trigonométrique qui nous donne une densité pour la norme infinie, ça c'est connu, et ici, on n'a pas de densité pour la norme infinie, mais en revanche, parce que des fonctions continues à des fonctions en escalier, quand il y a une discontinuité, on sait que d'ici à ici, de toute façon, il y a un phénomène de Gibbs, donc on ne va pas pouvoir avoir une densité de E2 dans E pour une norme infinie. Mais par contre, on peut bricoler un petit peu les choses en visant le résultat qu'on veut avoir. Voilà, on va commencer. Alors en fait, toute la preuve de ce théorème
repose sur un lemme. Alors, soit G dans E. On suppose que pour tout epsilon positif, il existe deux fonctions f1 et f2 dans grand F indice A. D'accord? Donc f indice A, c'est les fonctions de E qui vérifient exactement ce qu'on veut, cette équidistribution. Tel que G est compris entre f1 et f2, voilà, en tant que fonction. Et, alors attention, l'intégrale de 0 à 1 de G de t dt est comprise entre l'intégrale de 0 à 1 de f2 de t dt moins epsilon, où f2 c'était la partie qui était plus grande, et intégrale de 0 à 1 de f1 de t dt plus epsilon. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a eu cet échange. Alors, si on arrive à trouver ça pour tout epsilon, alors G appartient à f indice A. Voilà ce petit lemme. Il est très facile hein, à prouver. Si on pose delta n de f pour toute fonction de E, ça c'est la moyenne des n premiers f de AK, moins intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Alors, d'après 1 et 2, vous voyez que comme on a un moins, quand on va mettre moins ici, ça va tout inverser l'inégalité. Et on va avoir delta n de G qui va être compris entre delta n de f1 moins epsilon et delta n de f2 plus epsilon. Voilà. Donc, c'est une évidence. Et maintenant, je vais prendre la limite, mais je ne sais pas que la limite existe, donc je vais prendre la limite inf et la limite sup. J'ai la limite inf de delta n de G qui est inférieure à la limite sup de delta n de G, ça c'est évident. Et ça va être compris, quand je vais passer à la limite, comme f1 et f2 appartiennent tous les deux à fa, ça, à la limite, c'est fait pour être 0. Donc ça va tendre vers 0, donc ça va être compris entre moins epsilon et epsilon. Et comme c'est quel que soit epsilon, ça veut dire qu'on va avoir 0. Et donc les deux limites sont égales, et delta n de G tend vers 0. Et donc on va bien avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire G appartient à FA. Donc maintenant, c'est très facile de démontrer le théorème. Vous voulez montrer 1, 1 implique 2. Oui, il faut montrer que si les fonctions indicatrices d'intervalle, donc juste des fonctions comme ça, donc on a 0, comme ça, et là 0. Voilà. Si des fonctions comme ça, ces fonctions indicatrices en intervalle, appartiennent à FA, comme FA est un sous-espace vectoriel de E, ça c'est très vite vu, eh bien ça veut dire que toutes les fonctions en escalier vont être dans FA. Mais, d'après ce que vous savez de l'intégrale de Riemann, les fonctions en escalier, toute fonction continue par morceau, est intégrable parce que justement, elle peut être encadrée par des fonctions en escalier pour que ça encadre bien cette valeur. Donc, on va avoir toutes les fonctions en escalier. Donc, E va être égal à FA grâce à ce lemme directement. Maintenant, on va montrer que 3 implique 2. On va déjà montrer, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que les fonctions continues sont incluses dans FA. Parce que si c'est vrai 3, ça veut dire que les fonctions cosinus de 1 périodique et sinus 1 périodique sont dans FA. Mais, d'après le théorème de Weierstrass, ces fonctions-là sont denses dans l'espace des fonctions continues. Alors, évidemment, vous avez remarqué que dans 3, on avait pris juste S strictement positif. Alors, pour S négatif, il suffit de mettre la barre dessus, donc il n'y a pas de problème. Pour S nul, c'est les fonctions constantes. Et les fonctions constantes, on avait dit que c'était dans FA, de toute façon, hein, on l'a dit dès le départ. Donc, à partir du moment où G peut être un élément de E1, donc une fonction continue, peut être encadrée par deux fonctions trigonométriques, d'accord, elle peut être encadrée de sorte, évidemment, on prend, on prend ici une fonction trigonométrique avec f moins epsilon, et là le même f plus epsilon. Ça, c'est par densité pour la norme
dessus. Et donc, on voit à partir de ça que ça va directement impliquer la deuxième inégalité, double inégalité, avec F2 égale F plus epsilon et F1 égale F moins epsilon. Donc ça, c'est vraiment très direct. Donc, comme ça va être vrai, toutes les fonctions continues ici vont être dans FA. Voilà. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être vrai pour l'instant pour les fonctions continues par morceau, encore, parce que les fonctions continues par morceau, malheureusement, on ne va pas avoir ce joli phénomène-là. Mais, comme on a les fonctions continues, on va pouvoir avoir les fonctions caractéristiques des intervalles, donc qui sont ici, parce que vous voyez, je vais le mettre en rouge, quand vous avez une fonction caractéristique, vous allez pouvoir, bon là je vais remettre F1 et F2 pour que ce soit plus clair. Voilà. Vous allez pouvoir remettre ici, donc ici vous prenez une fonction caractéristique sur un intervalle, d'accord, et vous allez l'encadrer par deux fonctions continues avec cette condition-là 2. Donc comment vous faites? Vous avez votre fonction caractéristique sur un intervalle, le F1, faut qu'il soit plus petit, d'accord? Donc plus petit, ça veut dire que ici, vous allez être en dessous. Donc vous partez de là et vous mettez en dessous. Comme ça, vous êtes plus petit. Voilà donc F1. Et F2, vous allez vous mettre au-dessus. Donc là, ça veut dire que vous vous mettez là et là. Comme ça, vous êtes au-dessus. Et il est évident que cette aire-là peut être prise la plus petite possible pour être epsilonesque ici, de sorte à ce qu'on ait la seconde inégalité. On aura une très bonne approche de l'intégrale de G par l'intégrale des F1 et F2. Voilà. Donc, ça veut dire que les fonctions caractéristiques d'intervalle vont être dans FA, d'accord, puisqu'on va pouvoir encadrer par des fonctions continues, et donc on va avoir I, et I entraîne 2I. Et voilà. Et donc on a tout ce qu'on veut, et c'est terminé. On a montré ce joli théorème dont on va pouvoir profiter au maximum et que l'on va aussi généraliser, qu'on va regarder dans tous ces états. Ok, alors ce que l'on vient de voir, c'est que quand on a une suite réelle, on va prendre des réels positifs, et que cette suite semble être chaotique, comme la suite des décimales dominantes des puissances de 2, par exemple, on ne comprend pas trop le principe, alors il peut y avoir une certaine régularité dans ce chaos. Et ce sont les fonctions trigonométriques, par le critère de Weyl, qui voient cette régularité, qui voient s'il y a régularité. Voilà. Donc c'est un début, c'est une approche, en quelque sorte, du chaos. C'est un certain chaos régulier. Alors, comme application, on a la loi de Benford. Alors, la loi de Benford, ça veut pas dire grand-chose, c'est comme la loi de Murphy, c'est juste une ligne directrice pour dire, tiens, ça suit la loi de Benford ou pas. Et beaucoup de suites vont suivre cette loi de Benford. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire, par exemple, que les puissances de 2 vont commencer plutôt par un 1, et ensuite par un 2, et jusqu'à par un 9. Et si on doit regarder les deux premiers chiffres dans l'écriture décimale, ça va plutôt commencer par un 10, ensuite par un 11, et puis en dernier, par un 99. Voilà, et c'est une loi des nombres. Alors bon, pour l'anecdote, il y a un abonné, Karagar, qui m'a scotché en racontant cette histoire que le camp Trump a argué que Biden avait triché parce que les chiffres des élections ne vérifiaient pas la loi de Benford. C'est énorme.
tout cas, je pensais que le camp Trump était de niveau homogène, mais bon, manifestement, il y a quelques personnes qui connaissent des choses. Oui, alors ça je sais pas du tout. Est-ce que les chiffres d'élection doivent suivre la loi de Bedford? C'est possible. En tout cas, euh, voilà, on va quand même regarder une suite, un type de suite qui suit bien la loi de Bedford, où on peut le dire vraiment avec une démonstration, et grâce aux critères de Weil. Donc voilà un cadre pour cette loi, c'est une suite géométrique. Alors une suite géométrique avec un premier terme bêta qui est strictement supérieur à 1, hein, faut quand même, et alpha, une raison alpha qui est aussi strictement supérieure à 1. On veut juste que alpha ne soit pas une puissance rationnelle de 10. Donc vous voyez que, bon, bah, j'arrête de regarder des puissances d'entier. Hein. Alors maintenant, pour tout t dans n étoiles, donc on va regarder en quelque sorte la probabilité, hein, la limite de la probabilité pour commencer par t en écriture décimale, en quelque sorte. Mais là, t n'est pas juste un chiffre, hein, ça peut être un nombre quelconque en base 10. Alors, donc, le fait de commencer par t pour le nème élément de la suite, je vais dire que c'est ct de n qui vaut 1 si le terme de la suite bêta alpha n est compris entre t 10 puissance m et t plus 1 10 puissance m, donc avec m évidemment un entier, hein, strictement positif, là justement, pour ça j'ai pris alpha et bêta plus grand que 1, et 0, hein, sinon, hein, s'il n'est pas compris entre les deux. Et donc, on affirme que la moyenne, donc la 1 sur n, somme de k égale 1 à n de ct de k, tend, quand n vers plus l'infini, vers le log de base 10 de 1 plus 1 sur t. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose qui va être décroissant, en quelque sorte, en t. Donc maintenant, on attaque la preuve. Là, ici, on passe au logarithme de base 10. Donc, on va avoir log de bêta plus n log de alpha. Là, on va avoir log de t plus m et log de t plus 1 plus m. Donc, ça va faire que log de t moins log de bêta, je passe de l'autre côté, c'est inférieur ou égal à n log de alpha moins m, lui, et log de t est strictement inférieur à log de t plus 1 ici, moins log de bêta, que j'ai passé de l'autre côté, et là, c'est toujours moins m. Voilà. Donc, voilà cette inégalité. Donc maintenant, évidemment, je regarde cette inégalité modulo z, et je vais avoir ici, ou dans 0,1, hein, si vous préférez, et je vais avoir donc cette suite, regardez, donc, quitte à prendre cette suite moins sa partie entière, pour se ramener à 0,1, il faut que ce soit compris entre ça et ça. C'est-à-dire dans un intervalle dont la mesure est log de t plus 1 moins log de t. Parce que les logs de bêta, bah, ils se sont simplifiés. Donc, log de t plus 1 moins log de t, ça fait bien log de 1 plus 1 sur t. Et donc, je veux que ma suite vérifie le fait que pour toute fonction, en particulier pour la fonction indicatrice hein, de cet intervalle, d'accord, pour toute fonction continue par morceau, hein, évidemment, hein, périodique, tout ça, que ça vérifie cette équirépartition, que ça vérifie ceci. Donc, je veux que pour ma suite AN, qui est donc cette suite-là ramenée à 0,1, FA égale E, avec les termes qu'on a utilisés dans la vidéo précédente. Donc, on appelle le critère de Weil, et on va dire, ben, on va fixer petit s dans n étoiles, c'est ça le critère de Weil, et il faut que la moyenne des termes de l'exponentielle de 2ips sur la suite, ici, cette moyenne tende vers 0. Et si ça tend vers 0, alors on va avoir l'équirépartition, et donc ceci va être vrai, et on aura notre loi de Benford. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, que c'est une suite géométrique,
de raison exponentielle de 2i pi s log de alpha. Et donc ici, on a une série géométrique. Et donc, on va avoir, donc premier terme, U1. Bon, je ramène le 1 sur n. Et là, la formule de la série géométrique, il y a deux cas. Soit alors, la raison est différente de 1, soit la raison est égale à 1. Si la raison est différente de 1, donc là, c'est très bien. Hein, ça nous fait cette formule-là. Et on voit que le critère de Weil est vérifié. Parce que le critère de Weil, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande que ceci tende vers 0. Et tend vers 0, comme U1, bon, il est fini. Ça, c'est borné, d'accord? C'est l'exponentielle de 2i quelque chose. Ça, c'est imaginaire pur. Donc ça va être borné. Là, c'est borné. Et donc, il y a le n qui tend vers plus l'infini. Et donc, ça va tendre vers 0. Mais pourrait-on avoir la raison égale à 1? Alors, si la raison est égale à 1, vous le savez, ça voudrait dire que S log de alpha est un entier. D'accord? C'est si seulement si. Donc, est-ce que S log de alpha peut être égal à Z? Est-ce que ça peut être un entier? Alors, on va regarder ça. Dans ce cas-là, je vais prendre la fonction qui a x donne 10 puissance x, et je vais passer cette égalité à la puissance, et donc ça fait alpha puissance s est égal à 10 puissance z. Je vous rappelle que ce log, c'est un log de base 10. Donc alpha puissance s peut-il être égal à 10 puissance z? Eh bien non, parce que justement, alpha n'est pas une puissance rationnelle de 10, tout simplement. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on a pris. Mais si c'était une puissance rationnelle de 10, là, il n'y aurait plus équirépartition, hein, ça vous vous en doutez. Hein, il y a un si et seulement si là-dedans. Et donc, le critère de Weil dit bien que la limite, ici, va tendre vers la longueur de l'intervalle. Voilà. Très bien. C'est démontré. Et donc, on va revenir aux exemples de départ. Donc, revenons à ces exemples. 2 puissance m, on va regarder, même si on pourrait regarder, est-ce que ça peut commencer par votre date de naissance? Votre date de naissance, ce sera jamais le 10-00-00, hein, voilà. Donc, il va y avoir il y aura toujours des éléments de la suite 2 puissance m qui, en base 10, va commencer par votre date de naissance, et vous pouvez même calculer un équivalent de la probabilité sur un nombre, les n premiers nombres de la suite, la probabilité pour que ça tombe dessus. Voilà. Pareil pour 3 puissance m, d'accord? Ça va suivre cette loi-là. 10 puissance m, non, pas OK, parce que c'est une puissance de 10, effectivement. Les puissances de 10, vous mettez à la puissance m, vous aurez toujours les mêmes chiffres, il va y avoir une répétition. Et bon, alors maintenant, la suite de Fibonacci, avec une pensée pour mon spécialiste préféré de la suite de Fibonacci, Denis. Alors, regardez, la formule, hein, elle est connue, c'est 1 sur racine de 5, phi m moins phi prime m, où phi et phi prime, ce sont les deux racines de x2 moins x moins 1. Là, on a la racine positive, et là, la racine négative, mais qui est strictement comprise entre 0 et 1, ce qui fait que assez rapidement, il n'y a aucune interaction entre la puissance, hein, ici, et les nombres dominants, hein, dans la décomposition en base 10. Donc ça, on va rapidement, hein, le négliger, et donc on tombe sur 1 sur racine de 5, phi m, et là, évidemment, on voit qu'on a bêta. Bon, alors bêta, oui, il n'est pas strictement supérieur à 1, là ici, mais il suffit de prendre une certaine puissance, de faire commencer la suite à partir d'un certain rang, pour que phi k sur racine de 5 soit supérieur à 1. Bon, là, c'est pas grand-chose. Ensuite, la raison, c'est phi.
Est-ce que phi, tiens, c'est intéressant, ça peut être un petit exercice de licence, ou plus. Est-ce que phi est une puissance rationnelle de 10? Donc ça veut dire que phi est racine de x puissance q moins 10 puissance p. D'accord? Si phi est égal à 10 puissance p sur q. Bon, ça voudrait dire donc, comme phi, son polynôme minimal sur q, c'est x2 moins x moins 1, ça veut dire que c'est polynôme minimal. Ben oui, comme c'est un polynôme minimal, il divise ça. Donc ça veut dire qu'il le divise sur q, mais comme ils sont unitaires, à coefficient dans z, il le divise sur z, avec le contenu, ça se fait très très facilement. Et donc on n'aurait que ça divise ça. Bon, on regarde ça modulo 2, hein, on réduit ça modulo 2. Donc modulo 2, ça fait que x2 plus x plus 1 divise xq, puisque le 10 il disparaît, et là ça fait une absurdité. Bon, peut-être qu'on peut s'en sortir autrement, mais en tout cas, voilà une façon de le dire très facilement. Bon, donc, ça veut dire que la suite de Fibonacci va suivre la loi de Benford, et vous allez, à vous, à chercher votre date de naissance au début, à quel moment, quel est le petit m minimal, donc vous êtes sûr qu'il existe, tel que FM commence par votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Là, votre numéro de téléphone, ça va être plus difficile à calculer. Il faut vraiment des astuces de calcul, je pense, en informatique, dont je suis totalement ignorant. Maintenant, on commence à voir d'autres... Si vous prenez une suite récurrente linéaire comme ceci, a priori, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que elle va correspondre à une certaine matrice compagnon qui va avoir vous pouvez l'écrire, hein, cette suite récurrente avec une matrice compagnon qui va avoir des valeurs propres. Et et les coefficients dominants ici ne vont s'intéresser qu'à la plus grande en module des valeurs propres. Et donc on a des chances que ça continue à marcher. Et vous voyez que on a envie de dire qu'il y a beaucoup de suites qui suivent la loi de Benford. Hein, d'accord ? Voilà. On peut essayer de donner un cadre à ça. Mais bon, c'est pas le but, hein, c'était juste d'illustrer ça. Et maintenant, on va passer à des choses. On va travailler sur un cercle, et puis après sur un peu plus, pour résoudre des problèmes un petit peu plus profonds, au moins pour creuser un petit peu, pour vous dire, regardez, on peut aller par là. Voilà. On va s'attaquer au dernier volet de cette histoire de puissance en base 10, de cette loi de Benford, avec une petite incursion dans la théorie du chaos. Regardez donc ce qu'on a fait. Hein. On peut voir ce problème, par exemple, de regarder les puissances de 2 et regarder le chiffre dominant en base 10 d'une puissance de 2, eh bien, on peut le voir sur un cercle et avec une suite comme ceci. Vous voyez la dynamique. Hein, vous partez donc là, ici, 1. Bon. Là, ici, on a exponentielle 2i log de 2, c'est-à-dire que on a vu qu'on se ramenait à la suite n log de 2 dans R et que l'on peut voir comme la suite exponentielle de 2i n log de 2 dans S1 sur le cercle. Et là, on voit bien les choses. Hein. Ici, on va avoir donc 2, tac, et après, on va avoir au carré, donc E 2i log de 4, E 2i log de 8, log de 16, log de 32, log de 64, vous voyez. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on va obtenir, c'est évidemment, puisque, bon là, si vous prenez n dans z, vous avez un sous-groupe de R. Comme on a un morphisme, ici, on va avoir un sous-groupe de S1. Les sous-groupes de R sont soit monogènes, soit denses. Alors là, évidemment,
on voit bien que log de 2 n'étant pas commensurable avec pi, bah, ça ne se rebouclera jamais, ça ne pourra pas être monogène, et donc ça va être dense. Et on va avoir des tranches ici, d'accord? Log de 2, ça fait à peu près 0,3, donc là à peu près on est un petit peu moins du tiers, d'accord? Ici, on est un petit peu moins des 2 tiers, évidemment, etc., etc. Et on a des tranches qui vont être logarithmiques, c'est-à-dire que ce chaos apparent, il y a quand même un ordre dedans, et cet ordre, il est logarithmique, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir de tomber sur une certaine tranche, donc voici la tranche, ici cette tranche-là, c'est la tranche où on tombe sur un 1 en chiffre principal, et puis ici ça va être sur un 2, puis sur un 3, puis sur un 4, ça commence ici, 5, 6, 7, 8, 9, et puis 10, on reboucle, parce que log de 10, hein, là, ici on reboucle sur 1. Alors la probabilité est équivalente à quelque chose qui est proportionnel à la mesure de l'arc dans lequel on veut tomber, qui est logarithmique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant ce que je voudrais faire comme remarque, c'est que dans un cercle, cela correspond à des rebondissements dans un billard circulaire. D'accord? Donc effectivement, regardez ce qui se passe. Vous avez un billard circulaire, vous êtes là, vous lancez une boule avec votre queue de billard, elle va faire ici, par rapport au centre, un angle θ là, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'elle rebondit ici, les lois du rebondissement vont faire que ici, on va avoir le même angle. Voilà, tac, tac. Mais si on a le même angle, et étant donné qu'on est au centre du cercle, on a les deux mêmes distances, et vous allez avoir ces deux triangles qui vont qui vont être non seulement semblables, parce qu'ils ont deux côtés communs, d'accord, deux longueurs communes et un angle commun. Donc ce sont des triangles semblables, mais en même temps ce sont les mêmes triangles, c'est plus que semblable, c'est carrément une isométrie, ils sont isométriques. Et donc, ça veut dire que ici, comme on a θ, on a θ ici aussi. Donc comme on a exponentielle de iθ, et bien là on a exponentielle de 2iθ, et quand ça va continuer à rebondir, cet angle-là, comme on a un triangle isocèle, on va avoir le même angle ici, et donc le même angle ici, et etc. Ça va continuer à rebondir. Et finalement, ce sous-groupe de S1, pour la multiplication, hein, si on est plongé dans le corps des complexes, hein, et ce sous-groupe de S1 va correspondre à des rebondissements dans un billard circulaire. Alors ça, c'est amusant. C'est une équivalence, hein. Si je prends le sous-groupe, alors ça correspond à un rebondissement, hein, évidemment. Alors maintenant, ça donne envie d'aller un petit peu plus loin, au lieu de regarder un cercle, de regarder un tore. C'est-à-dire, on peut passer à du multidimensionnel. C'est-à-dire, pour l'instant, S1 croît S1 au lieu de S1. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour l'instant, on se limite à un tore de dimension 2. Ici, on va avoir, voilà notre tore. Donc, vous voyez bien que notre tore, c'est un carré. On a collé ceci et cela, puis on colle ceci et cela, puis ça fait un tore. Donc, on a une espèce de beignet. Et ici, on va regarder un rebondissement à l'intérieur du tore, comme ça, une balle qui rebondit. Donc on peut imaginer un grand cyclotron avec des particules. Alors, évidemment, il faut que la gravité ne compte pas là-dedans, mais c'est des rebondissements. Et de la même manière que S1, que ces rebondissements correspondaient à une suite arithmétique dans R, et ces rebondissements vont correspondre à une suite arithmétique dans R croix R, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a déplié, en quelque sorte, ce tore en plusieurs carrés qui forment un réseau, et qu'on est en train de regarder les rebondissements dans le tore comme un vecteur ici, et ce vecteur
multiplié par petit n pour n dans grand N, ou dans grand Z, hein, si vous voulez voir un groupe. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, n alpha bêta, on va avoir n alpha, n bêta, qu'on va voir dans R sur Z, croix R sur Z. Voilà. Évidemment, on va avoir aussi des conditions sur alpha et bêta pour que ceci soit dense, qu'au bout d'un moment, quand on fait tendre n vers l'infini, on ait quelque chose de dense, ça recouvre pas évidemment tout le tore, mais ça recouvre une partie qui est dense dans le tore, exactement ce qui se passe ici. Si on devait continuer, à partir du moment où on a log de 2 qui est non commensurable avec pi, et ben ça recouvre une partie dense. Voilà. Donc maintenant, comment raccorder le tore et la dynamique à l'intérieur du tore à un problème d'arithmétique élémentaire avec des puissances en base 10, ben c'est ce qu'on va voir là maintenant assez rapidement. Alors, on prend donc t un chiffre de 1 à 9 et on veut regarder la probabilité entre guillemets pour que 2 puissance n et 3 puissance n simultanément commencent en base 10 par le chiffre t. Bon, donc je devrais mettre probabilité entre guillemets ici, d'accord? On va refaire la même chose, mais avec 2 puissance n et 3 puissance n. Donc 2 puissance n va être compris entre t 10 puissance m, enfin, m dont on se fiche finalement, hein, puisqu'on regarde que le premier chiffre, et t plus 1 10 puissance m, et là 3 puissance n, le même t ici, mais 10 puissance m prime, et t plus 1, 10 puissance m prime. Donc vous avez compris, comme on se fiche de m, on va prendre le log de base 10, et on va regarder ça modulo z. Donc, ça va nous donner que n log de 2 et n log de 3 hein, vont être dans la tranche, tous les deux, log de t plus 1, ce que j'exprime par n, un vecteur, log de 2, log de 3, appartient à log de t plus 1, mais vu dans le tore, c'est-à-dire R sur Z, puisqu'on a tué M et M', croix Z, R sur Z. Voilà. Donc il faut un critère de Weil multidimensionnel. Bon. Ici, c'est-à-dire, vous voyez, hein, on va avoir donc cette balle qui va rebondir dans un tore, et il faut que la probabilité qu'elle rebondisse dans une surface donnée soit proportionnelle à cette surface. Donc, pareil, on prend l'équivalent des fonctions continues par morceau sur 0,1, croix 0,1, ce serait E. On prend ici l'espace vectoriel des fonctions juste continues, et E2, les fonctions exponentielles qui sont Z croix Z périodiques. D'accord? Donc on regarde des choses qui sont Z croix Z périodiques sur R2 ou juste sur le compact. Et là, ce qui va jouer le rôle de l'exponentielle de 2i ça va être des fonctions E indice L qui vont alors pour tout L dans Z2, qui vont de R2, mais en fait de R, ça passe au quotient, hein, R sur Z croix R sur Z, et qui vont associer exponentielle de 2i L point U, donc ça c'est un produit, c'est le produit scalaire, donc comme L c'est un élément de Z2, il s'écrit L1, L2, et donc ça c'est le produit scalaire, donc c'est L1, U1 plus L2, U2. Et on prend l'exponentielle 2i de ça. D'accord ? Donc, comment on a démontré le critère de Weil ? C'est qu'on a un théorème de Weierstrass qui disait que on avait une densité de E2 dans E1, ça dans un premier temps, pour la norme sup. On est sur un compact. Hein. Et dans un deuxième temps, on avait une densité moins forte, mais c'était une densité L1, hein, vous vous rappelez, avec des fonctions continues par morceau, qui peuvent être toujours approchées, mais de façon L1, d'accord, par des fonctions continues, comme ceci. Voilà. Donc, bon, la preuve se généralise.
c'est pas difficile d'avoir l'équivalent entre E1 et E2. Mais entre E2 et E1, ben, ça va pas être le théorème de Weierstrass, c'est le théorème de Stone-Weierstrass, c'est-à-dire que ce E2 est en fait, pour des propriétés multiplicatives, va être une algèbre, hein, une sous-algèbre de E1, et c'est une sous-algèbre qui contient les constantes et qui vérifie un axiome de séparation. C'est assez facile de voir que deux points donnés, il va exister une fonction qui va séparer les deux points, qui va donner une certaine valeur sur un point et une autre valeur sur un autre point. Bon, alors ça c'est vraiment pas difficile, c'est juste parce que c'est vrai au niveau tout bêtement au niveau en dimension 1, et la dimension 1 va impliquer la dimension multiple. Voilà. Donc la séparation c'est bon, et stable par barre, parce qu'on est en complexe, donc il y a ce petit codicile de barre stabilité qu'il faut qu'on ait pour avoir Stone-Weierstrass, et donc on vérifie que ça va bien être dense là-dedans, et donc le critère de Weil va continuer à fonctionner exactement pareil, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de vérifier que c'est vrai pour ces fonctions-là, que quoi est vrai, ben que la moyenne des probabilités de 1 à n va bien tendre vers l'intégrale, d'accord, pour que ce soit vrai partout. Donc voici le critère de Weil multidimensionnel. On prend une suite AN de Z2, vous pouvez le généraliser après en multidimension, mais là on parlait de Z2, voilà quoi. Eh bien, le critère, c'est il faut que quelle que soit elle, dans Z2, mais pas nul, évidemment, si c'est nul ici, là ça va pas être 0 ici, alors la moyenne des EL de AK sur de 1 à n tendent vers 0. Voilà. Donc, en fait, comment on va utiliser le critère de Weil multidimensionnel pour ce problème-là? Eh bien, vous voyez qu'on a la suite AN, ici, modulo Z, évidemment, et donc, ça va nous dire, étant donné que cette série-là, donc j'enlève le 1 sur n, mais cette série-là est une série géométrique, il faut que ce soit une série géométrique de raisons différentes de 1, comme on avait vu l'autre fois, c'est-à-dire que n, L1 log de 2 plus L2 log de 3 n'appartiennent jamais à Z, sinon on aurait une série géométrique de raison 1. Donc, je suppose que c'est un entier, je mets 10 à la puissance des deux côtés, et ça va me donner 2nl1, 3nl2 égale 10 puissance z, et on voit avec le TFA, le théorème fondamental de l'arithmétique, que ça, c'est pas possible, sauf si L1, L2 égale 0, ce qui est ici exclu par le critère. Donc, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette suite-là va vérifier, donc dans R sur Z croix R sur Z, va vérifier le critère de Weil multidimensionnel. Voilà. Donc, ça veut dire que la probabilité pour K compris entre 1 et n, pour que 2 puissance K et 3 puissance K commencent par le chiffre T, eh ben, c'est la surface que l'on va avoir, c'est-à-dire log de T plus 1 moins log de T, mais au carré. Alors ça ne va pas être égal, hein. Quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers ça. Donc ça donne une idée. Ça veut dire qu'il va toujours en exister. D'accord? Alors après, il y a des théorèmes qui précisent encore ça, mais bon, là on va s'arrêter là. Un petit contre-exemple, je l'ai pris pour 2 et 3, et là ça marchait bien, mais par contre pour 2 et 5, simultanément, ça ne marche pas. Vous prenez 2 fois 5, ça fait 10, donc log de 2 plus log de 5 égale 0, et on a notre relation avec n égale 1 ici, L1 égale 1, L2 égale 1, donc on a pour le vecteur 1, 1, L égale le vecteur 1, 1, on voit que on a un problème,
Et donc, le critère de Weil multidimensionnel ne va pas marcher, ce qui va faire que ici, on ne va pas avoir une suite équidistribuée, hein, ce qu'on va regarder sur un petit schéma que m'a fait Jérôme. Alors voilà, on a à l'extérieur le premier chiffre des puissances de 2, bon, modulo 1, donc sur le cercle, dans R sur Z, hein, donc modulo Z. Voilà, donc là, c'est quand ça commence par un 4. Donc par exemple, tout à l'heure, hein, on avait 2, voilà, 4, 8, 16. Alors 16, bon, donc c'est 1, 6 à peu près là, 32 qui va être à peu près là, etc. Et à l'intérieur, on a les puissances de 5, là, ici, modulo Z. Donc ici, on voit le premier chiffre, et comme log de 2 plus log de 5, ça fait 0, modulo Z, évidemment, parce que ça fait 1. Cet intervalle rouge, pour 2, c'est exactement l'opposé de l'intervalle rouge ici. Donc ça veut dire que quand on va faire 2 puissance 1 et 5 puissance 1, ben on sera ici, d'accord, voilà, et ici. Donc ça ne coïncidera pas. Maintenant, quand est-ce que ça coïncide? Eh ben, on se rend compte que comme là, on va de 1 à 9, et là, on va dans le sens inverse de 1 à 9, le seul endroit où ça puisse coïncider, c'est en 3, ici, d'accord, sur une toute fine parcelle. Donc, on a une contradiction ici du critère de Weil. Il ne va pas y avoir, ça ne va pas être proportionnel à ce que l'on voudrait. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont impossibles, et la seule situation possible pour avoir une coïncidence des deux, c'est ici. Voilà. Voilà, on a fait cette petite promenade dans les puissances en base 10. On est proche de cette théorie du chaos, où on a des grands mathématiciens comme Poincaré, évidemment, Weil, Birkhoff, qui ont mis leurs pattes dessus, et c'est lancé par des physiciens comme Boltzmann, Ludwig Boltzmann. Et bon, si on doit se rappeler que Ludwig Boltzmann, qui a étudié la théorie du chaos, a mis fin à ses jours, que ensuite Paul Ehrenfest, qui a suivi cette théorie de chaos et mécanique statistique, a mis aussi fin à ses jours, et que déjà, moi, depuis que je prépare ce petit exposé, je commence à avoir des petites billes qui rebondissent dans ma tête. On va s'arrêter. It's no good. I just can't go on. I don't get any more. I want to end it all. Goodbye. Goodbye.